I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Bienvenue à tous, nous parlons tourisme ce matin dans les décodeurs atlantiques. Le Maroc est-il paré face à la concurrence? Oui, la destination a grappillé quelques points ces derniers mois après 3 ans de difficultés. Oui, la vision 2020 est désormais remise à plat, mais des signes d'inquiétude commencent à apparaître. La Tunisie et la Turquie sont en train de reprendre des couleurs. Le tourisme tunisien a affiché une hausse de près de 30% lors de ce premier semestre. Alors faut-il s'inquiéter? Le Maroc est-il prêt et armé pour tenir les rangs? Quelle solution? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Radija Edrissi Genati, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la communication d'influence, directrice générale de KMK Group. Amine Diori également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Responsable PME chez Inforisque. En deuxième partie, nous parlerons de cette affaire qui a secoué la toile ces dernières heures, ce viol collectif d'une jeune femme à Casablanca. Voilà une affaire dont le Maroc se serait bien passé. Cette affaire a été reprise par une grande partie de la presse internationale, tout comme celui de la fille poursuivie et insultée à Tanger au début de ce mois. À cela, la nationalité marocaine des terroristes de Barcelone et de Cambril attise la haine et crée une nouvelle fois des stéréotypes. Un Marocain a été agressé lundi soir à Valence en raison de sa nationalité. Alors doit-on craindre une détérioration de l'image du Maroc après le mouvement de contestation sociale à Al Hoceima ou l'affaire Saad Lamjared? 2017 est déjà bien rempli d'images négatives alors que le Maroc se lance dans la course à l'organisation du Mondial 2026. Les décodeurs atlantiques, votre émission. N'hésitez pas à réagir et poser vos questions sur la page Facebook Les décodeurs atlantiques ou bien via Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. On pourrait presque dire ouf après 3 ans de difficultés pour le tourisme national. Il y a quand même quelques points qui sont grappillés depuis ce début d'année 2017. Les chiffres, pour l'instant, commencent à l'attester. On attend les chiffres de juillet et d'août 2017 qui devraient être plutôt bons en principe. En tout cas, les hôteliers avaient le sourire et pensaient que cet été serait enfin bon pour eux, au vert en tout cas. Mais il y a quand même des signes d'inquiétude. Amine Diori et Radija Edrissi Genati, c'est la Tunisie et la Turquie qui reprennent des couleurs. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Radija Edrissi Genati? S'il faut s'inquiéter, ce n'est pas seulement par rapport aux chiffres de cette année, à mon sens. S'il faut s'inquiéter pour la tendance de stagnation que nous avons suivie durant les 3 dernières années. Nous parlons aujourd'hui d'un chiffre de 10 millions de touristes. N'oublions pas que parmi ces 10 millions de touristes, 54% sont des éméreux. C'est-à-dire, en net, aujourd'hui, le Maroc n'attire pas plus de 4,5 millions de touristes. Et donc, c'est là, effectivement, que nous devons... qu'il doit y avoir inquiétude. Tous les plans qui sont mis en place, tous les investissements dans des stations balnéaires qui sont faits, sans pour autant arriver à réaliser un résultat positif et intéressant. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons des pays comme la Turquie et la Tunisie. La Tunisie qui est en train d'essayer de sortir d'une sérieuse crise politique, une révolution politique et sociale. La Turquie, dans laquelle nous voyons tous les jours des attentats et dans un pays dans lequel le risque théorique de terrorisme est bien plus élevé théoriquement que le Maroc, qui sont en train d'effectuer une réelle reprise. C'est des pays qui ont investi d'abord dans leur communication à l'extérieur des pays, qui ont de réelles stratégies pour attirer les touristes internationaux, mais surtout qui ont réussi à fidéliser leurs touristes nationaux, parce qu'à mon sens, c'est aussi une partie importante du débat sur le tourisme, qui est le tourisme national. Ça veut dire qu'il y a eu un problème de gouvernance, en tout cas de la part du ministère du Tourisme, le précédent ministère du Tourisme, Amine Diori? Oui, alors effectivement, on pose tout de suite les pieds dans le plat. Je reprendrai, alors pour répondre à votre question, je reprendrai un très bon article de Khalid Badou, un de nos décodeurs, qui parlait justement de la notion de la construction de nation brand, la construction de la marque Maroc. Et effectivement, il mettait en avant les faiblesses justement dans cette construction, le fait qu'il y ait eu ces dernières années beaucoup de plans sectoriels avec la marque Maroc mise en avant dans chaque plan sectoriel, mais pas un problème de gouvernance, effectivement, un problème de cohérence au niveau de
de la communication institutionnelle qui a été faite et qui n'était pas uniforme et qui a posé effectivement un problème de communication générale et qui fait que la marque n'a pas été aussi bien perçue qu'elle aurait dû l'être. Et justement, par rapport à nos principaux concurrents que sont la Turquie et l'Espagne, par exemple, Khalid Badou met bien en avant le fait que la marque Maroc est très en retard en termes de classement par rapport à, par exemple, à l'Égypte et la Turquie, qui sont toutes les deux dans le top 20 des marques pays. Il y a des efforts à faire dans ce sens. En tout cas, il y a eu beaucoup de retard en matière de gouvernance touristique, Khadija Idrissi Jannati. Bon, c'est vrai qu'il y a eu cette reconnaissance d'échec de la part du nouveau ministre du Tourisme ces dernières semaines, avec une remise à plat de la vision 2020 qui va véritablement commencer dans les prochains mois, qui a déjà commencé, mais on va connaître un déploiement des premières mesures dans les prochains mois. Il fallait faire plus tôt, justement, peut-être cette reconnaissance d'échec de cette vision 2020. Je pense que le Maroc aujourd'hui est arrivé à un stade où la reconnaissance d'échec n'est pas ce qu'on recherche. Nous ne recherchons plus de reconnaissance d'échec parce que nous voyons l'échec. Nous voulons plus des solutions qui vont pouvoir réellement faire sortir le pays des différentes crises dans lesquelles qu'il enchaîne depuis quelques années. Donc aujourd'hui, je veux bien que le ministre de Tourisme, sans le nommer, puisse reconnaître, faire un constat d'échec. Que propose-t-il ? Nous avons aujourd'hui droit à un ministre et un secrétaire d'État en charge du secteur. Il y a eu un changement qui a été fait au niveau de la gouvernance dans la mesure où le transport aérien rentre aujourd'hui dans le portefeuille du ministère du Tourisme, qui a du sens. Oui, on a vu un ministère du Tourisme élargi, effectivement. Qui a du sens et qui laisse penser qu'il y a une stratégie derrière ce choix. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas vu de stratégie. Dans tous les pays où les gouvernants respectent le peuple, les 100 premiers jours sont très importants dans la vie de chaque politicien. Les 100 premiers jours se sont bien écoulés il y a bien longtemps. Nous n'avons pourtant pas vu grand-chose. Et puis, ils sont en préparation justement, les différents ministères pour ce bilan des 100 jours. On attend la rentrée pour voir si effectivement il y aura ce bilan que ça présenté de manière transparente. Justement, je ne sais pas combien de temps la préparation va prendre. Et aujourd'hui, je pense que ça devient très très sérieux. Je pense aujourd'hui qu'il y a un réel malaise dans le pays et qui aussi donne cette image dont on va parler justement en seconde partie de l'émission, qui donne une image à l'extérieur qui, quels que soient les efforts qu'on ferait pour la soigner, reste très entachée par ce qui se passe. Je pense qu'il est vraiment temps de prendre les choses de façon plus sérieuse. Pour revenir à la partie tourisme, en effet, il me semble très important d'avoir d'abord une stratégie qui est claire, qui est chiffrée, qui est surtout avec des milestones. On parle d'une vision 2020 depuis plusieurs années. Cette vision 2020, j'ai l'impression que même les acteurs, c'est-à-dire les gouvernants, le ministère et toutes les entités satellites ne la maîtrisent pas, ne la connaissent pas, et j'ai même l'impression qu'il y a des paramètres qui changent au gré des nouvelles personnes qui arrivent. Je pense que le Maroc s'est engagé dans un certain nombre de grands chantiers structurants. Le tourisme devrait être l'une des plus grandes priorités de ce pays parce que tout simplement, nous avons tous les atouts pour, et puis ça peut vraiment faire entrer de bonnes recettes pour le pays et créer plusieurs postes d'emploi pour les jeunes de ce pays qui sont vraiment en attente. Amine Diori, responsable PME chez Inforisque. Alors oui, effectivement, le constat de l'échec du plan tourisme de 2020, on est obligé quand même de le faire. On est quand même en 2017. En 2020, on avait prévu 20 millions. Cette année, on en prévoit 11. Donc l'échec, il est évident à ce niveau-là. Ce qui est dommage dans l'absolu, puisque il faut se rappeler quand même des grandes lignes de ce plan justement tourisme 2020 et je trouvais que ce plan était justement assez détaillé et montrait justement les différents positionnements que devait avoir l'industrie hôtelière touristique au Maroc. Et aujourd'hui, effectivement, c'est là-dessus qu'on a pris du retard. On a pris du retard sur les différents positionnements qu'on doit avoir. La vision 2020 n'a pas encore commencé, c'est ce que déclarait Lamia Boutaleb. Mais sur le papier, c'était bien pensé, je trouve. Il y a quelques semaines. Ouais, effectivement. Mais sur le papier, la stratégie avait été, à mon avis, bien pensée et les moyens à mettre en œuvre étaient également posés. Maintenant, effectivement, quelques années après, on se rend compte que les moyens qui avaient été prévus n'ont pas été mis en place, que la stratégie de positionnement, notamment sur la partie station balnéaire, n'a pas été suffisamment développée. On a Lixus qui vient d'ouvrir, justement, station balnéaire. Que les ressources humaines qui étaient prévues justement pour alimenter cette industrie hôtelière, cette industrie touristique, n'a pas été non plus, n'a pas été développée durant cette période. Donc effectivement, on est en retard sur plein d'aspects de ce plan.
Bon, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter? On parlait de la Tunisie et de la Turquie. La Tunisie, ça va vraiment mieux. 30% de hausse, on le disait en introduction, des Européens qui reviennent de plus en plus. Mais tout de même, après, franchement, 4 années de crise énorme. Et la Turquie, effectivement, il y a une reprise touristique, mais là aussi, ce sont pas les mêmes touristes qui viennent. C'est pas forcément aussi les mêmes recettes qui sont au rendez-vous. Khadija Idrissi Jannati, est-ce qu'on doit vraiment regarder ces deux voisins et se dire au Maroc, on risque de perdre quelques clients? Alors aujourd'hui, il n'y a pas que la Tunisie et la Turquie qui sont vraiment d'opérer une réelle reprise. Aujourd'hui, avoir nos voisins du Nord, qui sont l'Espagne et le Portugal, les deux pays, donc la péninsule ibérique, a enregistré 6,2% d'augmentation de touristes et va dépasser les 75 millions de touristes. Donc aujourd'hui, on a même vu quelques démonstrations à Barcelone pour réguler le flux de touristes dans la ville, tellement les habitants de la ville se sentaient effectivement submergés et voyaient ces touristes. Et c'est une tendance qui se fait de plus en plus présente en Italie aussi, dans notre pays, dans notre grande ville, on essaie de réguler le nombre de touristes parfois. Ça a beaucoup de sens parce que ça permet aux touristes de vivre une expérience intéressante dans le pays ou la ville qu'ils visitent, mais ça permet aussi aux habitants de la ville de continuer une vie normale sans vraiment se sentir submergés. Pour revenir à l'Espagne et au Portugal, beaucoup de familles marocaines choisissent la Costa del Sol pour passer leurs vacances. Cette année, rien que pendant le mois de juillet, les chiffres parlent de 300 000 touristes marocains dans cette région. Ce ne sont pas des personnes de classe supérieure, c'est des familles de classe moyenne qui préfèrent aller passer leurs vacances dans cette région parce que d'abord, elle a des infrastructures qui sont intéressantes, qui peuvent correspondre aux besoins d'une famille, mais surtout parce que les prix restent beaucoup plus intéressants que les prix pratiqués dans certaines régions du Maroc. Donc aujourd'hui, au-delà de l'inquiétude, parce que je pense que nous avons dépassé le stade de l'inquiétude, nous sommes aujourd'hui devant des faits qui ont des résultats clairs sur le terrain. Je pense qu'il est important de comprendre l'urgence d'avoir une réelle coordination entre les différents intervenants du secteur du tourisme. Et malheureusement, ce qu'on dit ici sur le secteur du tourisme peut s'appliquer sur d'autres secteurs. Entre l'ONMT, le ministère et puis les agences de voyage, les opérateurs hôteliers, il y a un réel travail de coordination, de travail en équipe qui doit se faire pour sortir avec des plans qui ont une certaine logique et qui peuvent être mis en place à différents niveaux. La suite des décodeurs atlantiques, ce matin, toujours avec Khadija Idrissi Jannati. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la communication d'influence, directrice générale de KMK Group. Amine Youri, responsable PME chez Inforisque, également en studio. Rebonjour. Rebonjour Landry. On parle ce matin tourisme. Le Maroc est-il paré face à la concurrence? C'est la question que nous nous posons face au tourisme de la péninsule ibérique, le tourisme portugais, qui sont là, qui sont bien présents, qui augmentent d'année en année. Et puis à côté, la Tunisie et la Turquie qui reprennent des couleurs. Une vision 2020 qui est remise à plat depuis quelques semaines maintenant avec des mesures qui sont attendues dans les prochains mois. À quoi on peut s'attendre justement, Khadija Idrissi Jannati? Pour l'instant, on a eu principalement des déclarations d'intention de la part de Lamia Boutaleb sur la vision 2020, sur les mesures qui doivent être mises en place pour tenter de retisser un lien de confiance avec les opérateurs. On peut s'attendre à des premières mesures rapides? Je pense qu'il va y avoir, effectivement, on a parlé tout à l'heure de rentrée, et donc la rentrée devrait porter son lot justement de nouveautés par rapport au gouvernement. Il y a eu le mois de juillet, pendant lequel ne serait-ce que ce ministère a fait un effort sur la promotion de la ville d'Al-Hoceima en riposte au mouvement social que la ville ou que la région du Rif avait eu. Et donc, j'imagine que l'intérêt a été porté sur cette région, et donc forcément, surtout avec toutes les déclarations qui sont faites aujourd'hui par les opérateurs du tourisme, il doit y avoir de nouvelles annonces pendant la rentrée. La vision 2020 présentait effectivement une feuille de route qui a été mise en place et qui est toujours perfectible. La nouvelle de la revoir et de la remettre à plat reste bonne. Encore faut-il voir ce qui va en sortir. Il est essentiel d'accompagner toutes les idées ou tous les projets avec
avec lesquels on va sortir par des réels dispositifs de coordination. Il est très important d'impliquer l'ensemble des intervenants. Les opérateurs privés se sentent souvent marginalisés, ne se sentent pas, il n'y a pas de concertation. Nous avons eu des démissions à la Fédération nationale de tourisme et aujourd'hui des déclarations au niveau des présidents d'autres associations, du mécontentement. N'oublions pas que c'est eux, c'est leur métier, c'est les professionnels du secteur et donc ils sont capables, ils détiennent les problèmes mais détiennent aussi une bonne partie des solutions. Donc je m'attends à ce qu'il y ait du changement, mais s'il n'y a pas de concertation et de coordination, je doute de la pertinence de ce qui pourrait être entrepris. Et on attend avec impatience donc davantage de précisions sur les contours de la loi de finances, du projet de loi de finances 2018. C'est vrai que l'industrie automobile, l'aéronautique ont été mis en avant et ont affiché des bons résultats sous l'ère Ben Kiran. Est-ce que le tourisme sera mis à l'honneur et reprendra des couleurs sous Saadetdine El Othmani? C'est une des questions qu'on est en droit de se poser aujourd'hui, Amine Diori. Oui, tout à fait. Maintenant, effectivement, le tourisme est une industrie qui est primordiale pour le Maroc. Aujourd'hui, c'est 11 millions de personnes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand la Tunisie, l'Égypte et la Turquie avaient des problèmes de sécurité et que on a vu fondre de manière drastique le nombre de visiteurs dans ces pays, le Maroc n'en a pas profité, n'a pas vu une affluence supplémentaire au niveau de son tourisme. Et c'est peut-être le moment, justement, de revoir peut-être son positionnement, élargir son positionnement au tourisme culturel, le tourisme, l'organisation d'événements. Par exemple, la COP22 a montré que le Maroc avait un savoir-faire là-dedans qu'il pouvait dupliquer. Et sur un marché aujourd'hui qui est en forte croissance, qui existe et où le Maroc aujourd'hui n'attire à peine que 5% de ce marché. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Le tourisme. Alors je pense que j'avais parlé aussi du tourisme vert. C'est important aussi D'ailleurs, c'est l'année du tourisme responsable, éco-responsable. Exactement. On a des paysages magnifiques au Maroc. On peut construire quelque chose. Tourisme durable, pardon. On peut construire toute une industrie autour de ça. Donc ce serait dommage de pas en profiter. Et c'est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été faits en matière d'investissement pour attirer des touristes asiatiques, notamment chinois, des nouvelles lignes qui ont été créées, notamment avec Moscou, Casablanca, Agadir. Pas encore de ligne directe entre Moscou et Pékin, il faudra que ça ne tarde pas trop, mais c'est vrai qu'avec la nouvelle tutelle du ministère du Tourisme, on peut espérer que l'aérien va redécoller, j'ai envie de dire, avec de nouvelles lignes, de nouvelles liaisons aériennes qui vont être créées et qui peuvent être émettrices de nouveaux touristes. Alors c'est clairement une opportunité avoir et le transport aérien et le tourisme durable aussi dans le même l'économie durable, je pense, dans le même portefeuille, prête ou donne l'occasion, est une réelle opportunité pour travailler à avoir des stratégies transverses, comprehensive, qui complémentaires, et puis surtout avoir des objectifs communs. Alors, les 100 000 touristes effectivement chinois que le Maroc a reçus ne sont pas venus seulement grâce à la promotion qui est faite par l'ONMT en Chine, mais surtout grâce à une décision stratégique qui est de supprimer le visa pour les touristes chinois. Donc, nous voyons qu'en prenant des décisions stratégiques à effet immédiat, le résultat aussi peut être à effet immédiat, et donc on peut voir le secteur réellement bouger. Il y a des destinations aussi qui ont chuté, donc les touristes provenant de pays arabes, le nombre de touristes provenant de pays arabes a réellement reculé, donc des reculs entre 10 et 15% en fonction des différentes villes, et c'est réellement, il y a un travail à faire. L'ONMT a aujourd'hui un budget de 900 millions de dirhams. Si on compare à la Tunisie, c'est le 1/3, donc c'est avec un budget de 300 millions de dirhams. Le travail qui est réalisé dans des périodes de crise, de très forte crise, le résultat est là. L'Égypte aussi est en train de prendre, et il n'y a pas de secret, c'est une offre d'abord.
diversifié. Justement, Amine a parlé d'un tourisme culturel, d'un tourisme balnéaire. Pour l'instant, mais dans les déclarations multiples du nouveau ministre du Tourisme et de Lamia Boutaleb, on parle surtout de Marrakech et d'Agadir. Encore, on veut redynamiser Marrakech et Agadir. On ne parle pas justement suffisamment de ces nouvelles destinations ou de nouveaux tourisme que l'on pourrait développer. Alors justement, on vient de parler de la nouvelle ouverture de la station Lexus. Alors, l'ouverture s'est faite, l'inauguration officielle a eu lieu le 21 août. Donc vraiment, je me pose beaucoup de questions, même par rapport aux stratégies de communication qui accompagnent ce genre d'événement. Ça devrait être un événement majeur. L'ouverture devrait se faire pendant le mois d'avril ou le mois de mai, en préparation à la saison. Je ne peux pas inaugurer une station avec une capacité d'accueil qui est très importante et souhaiter la faire marcher en milieu ou vers la fin de la saison touristique. Donc la question réelle est par rapport à la façon avec laquelle nous pensons nos actions. Il y a de l'investissement qui se fait, il y a des opérateurs hôteliers qui suivent, il y a les grands opérateurs aujourd'hui, les grandes marques de gestion hôtelière du monde existent au Maroc, continuent à arriver. On voit tous les jours des marques de luxe qui viennent. L'offre n'est pas toujours adaptée aux touristes qui voudraient venir au Maroc. Nous ouvrons des 5 étoiles tous les jours, mais très peu de 3 étoiles et de 4 étoiles qui correspondent logiquement à un touriste marocain d'abord qui voudrait partir en famille, ou alors à des touristes internationaux. Nous voyons bien les prix qui sont pratiqués pour des semaines à Agadir pour des étrangers sont souvent 50% moins chers que ceux pratiqués pour des Marocains. Et donc il y a un réel travail de réflexion qui devrait se faire. Que voulons-nous faire de notre tourisme? Voulons-nous aller vers un tourisme de masse par lequel on attire des milliers de personnes? Et donc à ce moment-là, il faut mettre en place des infrastructures qui correspondent à ce genre de tourisme. La station balnéaire Hammamet, pour ne citer qu'une, en Tunisie, en est un réel exemple. Ou alors souhaitons-nous accueillir des touristes avec un grand pouvoir d'achat, et donc à ce moment-là on développe le tourisme de luxe, mais à côté de cela il faut développer tout un écosystème avec toute la sécurité qui va avec et la qualité de service qui commence à l'arrivée à l'aéroport, ne pas être obligé de faire des files suivre des files interminables, les taxis qui transportent les gens et tout ce qui va avec pour pouvoir réellement apporter une offre intéressante. Dans quelques instants on parle de ce viol collectif qui a agité la toile ces derniers jours, viol collectif bien évidemment sur une jeune femme à Casablanca dans un bus. On parlera aussi de cette poursuite d'une jeune fille à Tanger au début du mois. La nationalité marocaine des auteurs des attentats en Espagne, ça a beaucoup fait parler sur la toile et ça a été repris également par beaucoup de journaux de la presse internationale. Doit-on craindre une détérioration de l'image du Maroc? Ce sera notre deuxième sujet, mais juste avant la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Coup de gueule, coup de cœur. Allez, Amine Diouri, on commence avec vous. Alors un coup de gueule, ça concerne la remise à plat de l'indemnité pour la perte d'emploi. Donc on a vu que l'objectif initial était de permettre à 30 000 bénéficiaires initialement de pouvoir bénéficier de cette indemnité chômage entre guillemets. Et le problème c'est qu'aujourd'hui à peine 10 000 en bénéficient. Alors pourquoi? Parce que les conditions d'accès sont hyper restrictives. Je rappelle qu'il faut avoir cotisé presque 260 jours dans l'année, 780 sur 3 ans, et qu'aujourd'hui très peu de personnes peuvent y prétendre. Seules les personnes qui à la base avaient un emploi stable et qui, j'ai envie de dire, les salariés les plus favorisés ont droit à cette indemnité, alors que justement les saisonniers, ceux qui avaient un travail temporaire, eux ont beaucoup plus de mal à accéder à cette indemnité, alors que c'est plutôt cette cible-là qui devrait être visée. Donc une remise à plat de ce dispositif pour justement ouvrir davantage. Khadija Idrissi Jannati, coup de gueule, coup de cœur. Un coup de gueule. Ce rapport récemment publié par Forbes sur les pays les plus dangereux au monde pour les femmes, et donc qui place le Maroc à la 2e position, juste après l'Égypte et bien devant l'Inde et la Colombie. Donc, dans cet article, on donne des conseils aux femmes qui souhaitent aller visiter le Maroc, des conseils qui relèvent plus de l'ordre des libertés individuelles et de la sécurité. Couvrez-vous
gérez-vous bien, ne posez pas de questions à des hommes dans la rue, et puis des choses comme ça. Donc je pense que ça introduit très bien notre deuxième sujet par rapport à l'image du Maroc. Nous voyons qu'aujourd'hui l'image dépasse le simple pressenti, mais va jusqu'à être dans des reviews de magazines aussi réputés que Forbes, qui cite d'ailleurs le département d'État américain qui déconseille à ses citoyennes de partir au Maroc sans se préparer sur ce plan-là, donc sécurité et apprendre quelques mots en arabe pour pouvoir s'en sortir en cas de souci. Amin Diouri a un élément supplémentaire, je crois. Oui, justement, pour préciser la pensée de Khadija, le département d'État américain précise qu'il existe un fort potentiel de violence terroriste contre les citoyens américains, ainsi que des risques de criminalité en ville et dans les zones touristiques avec les vols à l'arraché et les cambriolages. Voilà la vision un peu qu'a le département d'État américain du Maroc. Bon, ça fait justement figure de poursuite dans notre deuxième sujet qu'on entame tout de suite. Le viol collectif de cette jeune fille dans un bus à Casablanca qui a été repris donc par une grande partie de la presse internationale, tout comme celui de cette jeune femme poursuivie et insultée à Tanger au début de ce mois. À cela, la nationalité marocaine des terroristes de Barcelone et Cambril qui attise la haine et crée une nouvelle fois des stéréotypes. Un Marocain âgé de 14 ans a été agressé lundi soir à Valence en raison de sa nationalité. Doit-on craindre une détérioration de l'image du Maroc après le mouvement social de contestation à l'Hoceima ou l'affaire Saad Lamjared? 2017 est déjà bien rempli d'images négatives, alors que le Maroc se lance dans la course à l'organisation du Mondial 2026. Dans les commentaires sur la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques, on me dit question honteuse par rapport à ce sujet. Doit-on craindre une détérioration de l'image du Maroc? Qu'en pensez-vous? Amin Diouri, Khadija Idrissi Jannati, question honteuse. Est-ce qu'on doit se poser ou pas cette question? Écoutez, je pense que cette question, elle est complètement légitime. Ça veut pas dire qu'on nie le caractère atroce de ce viol, de cette violence dans un lieu public. Bien sûr, je suis outré comme toutes les personnes qui ont réagi sur les réseaux sociaux, toutes les personnes de la vie civile qui ont réagi. Bien sûr que je suis outré contre cette atteinte à la personne d'une femme. Je trouve ça complètement honteux. Mais à côté de ça, voilà, il y a aujourd'hui la justice suit son cours. Il est bien au contraire de pouvoir dénoncer ce type d'acte au lieu que ça reste dans l'ombre et que personne n'en parle. Il vaut mieux que ça ressorte, qu'on en parle et justement voir aussi quels effets ça peut avoir sur le Maroc, parce que malgré tout, on peut avoir une vision déformée de ce qu'est notre réalité aujourd'hui, de la réalité du Marocain. Publication donc de cette vidéo, on le rappelle, dimanche soir. Lundi en fin d'après-midi, il y avait une dépêche AFP qui a été reprise par l'ensemble de la presse française sur Internet, des articles également qui ont été faits notamment par lemonde.fr et puis la presse britannique également, anglo-saxonne, a publié beaucoup d'articles sur cette affaire et sur cette jeune fille poursuivie à Tanger. Khadija Idrissi Jannati, la question politique justement de la femme au Maroc est encore bien loin, est encore absente de la scène aujourd'hui. On voit d'ailleurs pour l'instant aucun homme politique n'a réagi par rapport à ce viol collectif qui agite la société civile. Alors aujourd'hui, on n'est plus dans une question politique. La question de la femme est devenue une réelle question de société, une réelle question de projet de société. Comment nous voyons-nous dans ce pays? Comment voyons-nous la femme dans ce pays? Qu'est-ce qu'elle représente? Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans des pays justement qui respectent la moitié de leur population qui est constituée justement par les femmes, nous parlons des femmes et non de la femme, parce qu'on a compris enfin que chaque femme est différente, comme on n'a jamais parlé de l'homme, mais on parle des hommes, et le jour où on a parlé d'un homme, on l'a mis avec un grand H pour englober le tout. Donc je pense que le sujet, il est beaucoup bien plus profond que ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. En effet, il y a une justice qui essaie de faire un travail, pourtant une justice qui condamne un violeur à quelques mois de prison, parfois j'ai envie de dire quelques semaines, n'est pas une justice, à mon sens, qui a compris le vrai sujet, qui a compris le vrai enjeux. Les femmes aujourd'hui, et on va revenir à des choses qui sont souvent répétées et auxquelles on fait pas beaucoup attention, mais je pense que ce cas-là, bien précisément, est une incarnation lorsqu'on dit que les femmes constituent la moitié de la société, mais éduquent l'autre moitié. Nous sommes réellement dans ce cas de dire que c'est des femmes qui peuvent réellement créer ce changement qu'on a envie de créer devant un système d'éducation qui est défaillant.
Et là aussi, le constat d'échec a été fait il y a plusieurs années. Ça ne nous a pas permis d'avancer pourtant sur ce chantier. Niveau d'éducation au Maroc, similaire au Yémen ou à l'Irak, on le rappelle. Donc toutes les mesurettes aujourd'hui, toutes les mesures d'urgence qui sont prises par les différents ministres de l'éducation se limitent au calendrier de vacances et au mouvement des transferts des enseignants. Et ça, on est encore dans des manuels scolaires qui mettent les femmes au-dessous des hommes. On est encore dans des manuels scolaires qui consacrent les stéréotypes. Et tant qu'on est dans cette logique, nous n'allons pas faire avancer les mentalités quant aux femmes. Il est temps aujourd'hui de dépasser la sensibilisation et d'aller vers les sanctions. Il doit y avoir des sanctions réelles par rapport déjà aux violences qui se font envers les femmes, les violences domestiques. Lorsque un enfant voit le père battre la femme, il va se permettre de battre une femme à l'extérieur. Les femmes n'ont plus leur place dans l'espace public et personne ne semble être gêné. Et il y a des choses qui sont très liées au problème de gouvernance politique dans notre pays. Lorsque les cafés occupent l'espace public, les femmes ne peuvent plus marcher sur les trottoirs avec leurs poussettes, avec leurs talons, parce qu'elles ont le droit de porter des talons, elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent, elles peuvent pas, elles sont obligées de marcher dans la chaussée. Et donc là, ça les met mal à l'aise. Il est très important, au-delà de sanctionner, au-delà de la justice. C'est pour ça qu'Amine, je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous sur la gravité de l'acte. Pour moi, l'acte est très grave, pas seulement dans ce qui s'est passé, mais dans toute la conception et surtout dans la réaction que nous voyons aujourd'hui. Nous parlons beaucoup plus de l'état mental de la jeune fille, et comme si un déséquilibré mental était permise et qu'on avait le droit de le faire. On parle plus de jeunes qui vont, malheureusement, c'est des jeunes, c'est des adolescents, et donc on va pas quand même foirer leur avenir pour cette affaire. Je pense qu'il est très important que les politiques sortent avec des déclarations. Il faut que le gouvernement réagisse. Il faut que notre ministre d'Intérieur puisse venir avec des déclarations sérieuses, avec des sanctions réelles qui replacent les femmes dans leur réel espace et dans leur réelle liberté. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'on a tendance à constater que par rapport à des affaires comme celle-ci, qui touchent justement à la sécurité des femmes au Maroc, il y a beaucoup d'articles de presse qui sont repris à l'international. Est-ce que ça participe à une détérioration de l'image du Maroc, Amine Youri? Alors, ça participe, oui, à la détérioration de l'image, c'est évident. Maintenant, il faut être objectif. Khadija disait très justement que la femme représente la moitié de la population, pas simplement marocaine, mais mondiale. Et malheureusement, il faut aussi se rendre compte que ce qu'on désigne aujourd'hui n'est pas qu'un problème marocain, c'est un problème qui existe partout dans le monde. Je regardais les viols qui sont commis aujourd'hui, qui sont commis dans le monde, et on se rend compte que parmi les trois principaux pays, on trouve des pays comme les États-Unis, l'Afrique du Sud ou l'Inde, par exemple, qui représentent les 2/3 des viols commis dans le monde. Ça, c'est des chiffres de l'ONU, hein, c'est ça? Exactement. Plus important encore, on se rend compte que il n'y a pas de corrélation entre les viols commis et la place qu'on accorde à la femme dans la société. Parce que, par exemple, je regarde la Suède. La Suède a un taux de viol pour 100 000 habitants qui est très largement supérieur à la moyenne mondiale. Et pourtant, la Suède qui est souvent en rang d'éducation, qui est connue pour en matière d'égalité homme-femme, et pourtant c'est le pays où on commet le plus de viols par habitant. Donc, ça n'empêche pas que le problème il existe, c'est un problème clairement d'éducation. Je pense que on parle même pas d'école, l'éducation, ça commence déjà à la maison, ça commence avec des parents qui expliquent à leurs enfants ce que c'est que le respect de l'autre, d'autrui, de la femme. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une vraie problématique. Par contre, je tiens bien à préciser que je ne sous-estime vraiment pas ce problème. Vraiment, déjà, pour moi, vous trouverez pas plus grand féministe que moi. Pour moi, c'est un vrai scandale que ce genre de choses puisse arriver. Bon, les solutions pour limiter les dégâts en dehors, bien sûr, les dégâts en termes d'image. Bien évidemment, il y a la justice qui va devoir faire son travail. Il faudrait peut-être que les politiques se réveillent, parlent enfin, que des responsables de l'administration, justement, aussi prennent des mesures fortes et communiquent. Khadija Al-Exégénatrice, ça serait peut-être un signal de changement également envoyé non seulement aux citoyens, mais à la presse internationale.
L'image du pays commence d'abord par ses propres citoyens. Il est important de réagir d'abord, d'avoir une réaction en interne. Les citoyens attendent des réactions de leur politique. Nous avons besoin d'un ministère de communication qui est fort, qui ne sort pas uniquement pour faire des déclarations suite au conseil de gouvernement, mais qui est vraiment, qui intervient ou alors qui réagit par rapport au quotidien des Marocains. Nous avons besoin de connaître la position de notre gouvernement par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui et effectivement donner des signaux forts aux citoyens marocains. C'est les premiers ambassadeurs de la marque Maroc dans leur pays et à l'étranger. Vis-à-vis de l'étranger justement, et pour essayer de sauver encore ce qui peut être sauvé, parce que n'oublions pas qu'il y a sur d'autres secteurs, l'image du Maroc est positive et c'est ce qui nous aide en tout cas à drainer toujours des investissements intéressants et à justement déposer nos candidatures pour l'organisation de grands événements comme la COP ou comme la Coupe du Monde. Au niveau international, il doit y avoir des messages forts qui doivent être lancés vers la communauté internationale, des déclarations de gouvernement, mais surtout la justice doit être très sévère dans ce genre de cas et surtout une réelle stratégie de communication vis-à-vis de l'extérieur. Si la justice prend des décisions fortes, il faut qu'on ait les moyens de les communiquer à l'étranger. Ces mêmes magazines qui ont relayé ces articles doivent être contactés d'une façon ou d'une autre pour pouvoir leur faire vivre des expériences au Maroc et dire qu'il n'existe pas que cela, mais d'autres choses. En tout cas, il y a bien des actions de relations publiques et relations presse qui peuvent se tenir et que le Maroc connaît très bien, mais malheureusement qu'il n'emploie pas dans toutes les circonstances qui doivent être activées afin de pouvoir réellement redresser cette image qui aujourd'hui compte beaucoup pour nous parce qu'elle devient un réel moteur de création de dynamique économique pour chaque pays. Merci beaucoup Khadija Dressi-Genati, spécialiste de la communication d'influence, directrice générale de KMK. Amine Diori, responsable PME chez Inforisque. À très bientôt sur le plateau des Décodeurs Atlantiques. Vous restez avec nous dans quelques instants. Vos experts Atlantiques.